Imaginez que le peuple du Mandé se réorganise militairement et redevienne la puissance militaire qu'il fut au XIIIe siècle. Imaginez que le peuple du Mandé retrouve la puissance économique qu'il eut une fois. Imaginez que le peuple du Mandé réécrive une constitution, à l'image de ce qu'il est et compte tenu de la situation actuelle, afin de créer la paix et l'entente sur toute l'étendue du territoire, comme l'énonça il y a 800 ans la charte de Kurokan Fuga. Imaginez un Mandé réorganisé, sans corruption, insérant tous ses fils en son sein, quelle que soit leur classe ou leur ethnie. Un Mandé autosuffisant sur le plan alimentaire, sur un vaste territoire où le peuple vivrait en paix et en sécurité, au point de n'avoir plus besoin des forces Berkane, MINUSMA ou de la Russie. Ça a été le cas au XIIIe siècle, avant la période coloniale. L'histoire glorieuse du peuple mandé de l'Afrique de l'Ouest débute avec le règne de Soundiata Keïta, 1230 à 1255, après sa victoire sur le royaume de Sosso, vers 1180-1235. Au XIVe siècle, l'Empire du Mali s'étendait de l'océan Atlantique à l'est, le long de la vallée du Niger, jusqu'à Hausaland, nord du Nigeria. Comment Soundiata a-t-il pu régner et gérer ce vaste empire multiculturel, multitribal et multiethnique bien avant l'arrivée des Européens? Posons-nous la question. Si au XIIIe siècle, Soundiata a pu gérer cet immense territoire qui faisait presque 3 fois la superficie du Mali actuel, et y faire régner la paix, pourquoi, avec les équipements militaires ultramodernes et sophistiqués actuels, n'arrive-t-on pas à stabiliser un quart du Mali? Posons-nous la question. Comment ce vaste territoire du Mandé que Soundiata a conquis et qui s'étendait jusqu'au Nigeria a-t-il été réduit de 3 millions de mètres carrés à 1 240 000 mètres carrés? Et la surface actuelle du territoire est aujourd'hui en péril et peut encore être divisée si rien n'est fait rapidement. Posons-nous la question. Comment ce vaste empire, paisible, riche, se retrouve-t-il aujourd'hui classé 119e sur 128 pays dans le classement mondial en sécurité? Posons-nous la question. N'est-il pas temps que le peuple du Mandé revoie un système qui ne le fait plus avancer dans le monde moderne avant qu'il puisse se concentrer sur son développement et non sur des guerres récurrentes depuis le XVe siècle? Chaque peuple est différent dans sa composition et sa grandeur. Le Mali, dans sa situation singulière, peut bel et bien trouver un système unique pour son équilibre et sa paix sans l'intervention de qui que ce soit. Les autres acteurs ne feraient alors que soutenir et assister sans participer. Mais cette idée doit venir des Maliens eux-mêmes, comme l'a fait le peuple de Soundiata il y a des siècles. Regardons comment Soundiata Keïta a régné. Si l'objectif réel d'un homme politique est d'établir la paix pour son peuple, il y arrivera d'une manière ou d'une autre. Au XIIIe siècle, bien avant l'arrivée des Blancs en Afrique, Soundiata gérait déjà la multi-ethnicité du peuple du Mandé dans un système comparable au système fédéral d'aujourd'hui. Chaque tribu avait un représentant en chef à la cour. Les premières tribus étaient des clans Mandinka, de Traoré, Camara, Koroma, Condé et bien sûr Keïta. Soundiata fut un grand rassembleur. La justice étant le fondement sur lequel il s'est appuyé pour régner dans l'équité. Il ne l'a pas fait seul et qu'avec des Keïtas seulement. Soundiata forma une puissante alliance avec d'autres chefs mécontents et fatigués de la loi sévère de Soumangourou. Il réussit à convaincre le royaume de Sosso lors d'une bataille décisive à Kirina en 1235. En 1240, Soundiata s'empara de l'ancienne capitale du Ghana. Il unifia la force militaire de 12 États et constitua un gouvernement centralisé de chefs de tribus et de nombreux marchands arabes influents. Cette assemblée, Gbara, déclara Soundiata souverain monarque et lui décerna des titres honorifiques tels que Mari Diata, Lord Lion. C'est son armée forte qui a largement contribué à la réussite du Mali impérial sous le règne de Mansa Soundiata Keïta. Les conquêtes effectuées alors ne peuvent pas toutes être attribuées à Soundiata Keïta. Elles sont également partagées entre ses généraux. Parmi eux, Tiramakan Traoré s'est démarqué comme l'un des généraux d'élite et des seigneurs de la guerre du Mali impérial de Soundiata. Ce gouvernement centralisé, cette diplomatie et cette armée bien entraînée ont permis une expansion militaire massive qui allait ouvrir la voie à un empire malien florissant, le plus grand jamais vu en Afrique. Si l'on considère l'histoire militaire de l'Afrique de l'Ouest du XIIIe siècle dans une perspective plus large,
On peut affirmer que Sundiata s'est distingué comme un grand dirigeant, capable de faire régner la loyauté entre les généraux de son armée. Sundiata Keita n'était pas seulement un conquérant capable de gouverner un grand empire formé de différentes tribus et langues. Il a également développé l'agriculture au Mali, où il aurait introduit le coton et le tissage. Vers la fin de son règne, la sécurité absolue aurait prévalu dans toute sa domination. C'est au cours de son règne que le Mali a commencé à devenir une puissance économique. Une tendance que ses successeurs ont poursuivie et développée grâce au travail du terrain établi par Sundiata, qui contrôlait les routes commerciales et les gisements aurifères de la région. La constitution sociale et politique du Mali a été codifiée pour la première fois sous son règne. Connue sous le nom de Gbara, elle mettait en avant les normes sociales et politiques maliennes. Cette constitution, plus ancienne que celle des États-Unis d'Amérique, a été établie par les Maliens pour les Maliens. Un grand nombre de ces lois ont été intégrées à la constitution du Mali moderne et à celle de beaucoup d'autres pays. La fédération malienne a prospéré et est devenue au cours du siècle suivant l'un des empires les plus riches d'Afrique, dont la richesse étonnait à la fois l'Europe et le monde arabe. En outre, c'est peut-être le plus important pour le peuple malien ordinaire, les visiteurs étrangers constataient le haut degré de justice qui régnait alors, la sécurité avec laquelle on pouvait se déplacer, l'abondance de la nourriture dans tous les villages. Dans une perspective globale, l'épopée de Sundiata et de l'Empire du Mali est enseignée dans les écoles, collèges et universités, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais également dans de nombreuses parties du monde. Ce passé glorieux appartient au Mali. Personne ne peut le leur prendre. Cependant, un peuple ne doit pas seulement se glorifier de son passé. Notre espoir et notre joie d'aujourd'hui devraient être de voir venir d'autres jours glorieux. Pourquoi ce brave peuple, intelligent, travailleur, riche d'or, dont l'histoire est aussi éclatante et plus ancienne que celle des États-Unis d'Amérique, continue-t-il à décliner au point que beaucoup de Maliens de la diaspora ont honte de s'identifier comme Maliens? Aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, quand on demande sa nationalité à un Malien, on sent qu'il a du mal à répondre. C'est compréhensible car il est difficile d'être fier de ce qui se passe actuellement au Mali, quand on connaît sa belle et longue histoire. Posons-nous la question. Comment en sommes-nous arrivés là? La réponse est simple. L'individualisme du peuple du Mandé. Au moment où Christophe Colomb découvrait l'Amérique vers la fin du XVe siècle, l'Empire du Mali s'effondrait. Depuis, il a continué de décliner. Les règles mal définies de la succession royale conduisaient souvent à des guerres civiles, frères et oncles se battant pour le trône. Ces querelles de succession affaiblissaient l'Empire. Ces querelles continuent jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le système démocratique. Pendant que les États-Unis d'Amérique et les Européens consolidaient le Commonwealth, le bien commun, ou la République, au Mandé, l'individualisme et l'idée de la monarchie se développaient. La division de l'Empire était inévitable. Des siècles plus tard, on remarque le même trait de caractère chez le peuple du Mandé. Chacun ne pense qu'à lui, à sa famille proche ou à son petit entourage, au lieu de penser à la nation entière. Prenons l'exemple d'une entreprise créée par 2 personnes ou plus au Mandé et à une autre créée par des Américains ou des Européens. Celle du Mandé peut avoir du succès, mais elle s'effondrera généralement de façon banale pour des raisons individualistes, comme une affaire de femme, de positionnement, ou à cause de l'ingérence d'une personne extérieure de mauvaise volonté. Alors qu'une entreprise occidentale peut exister pendant des siècles, génération après génération. Comme l'a dit Harry S. Truman, un ancien président américain, c'est incroyable ce que vous pouvez accomplir si vous ne vous souciez pas de savoir qui obtient le crédit. Comment peut-on imaginer qu'en temps de guerre imposée dans un pays, il y ait de la corruption dans l'achat des équipements militaires dans le but d'enrichir quelques personnes sur le dos d'un pays en guerre? Comment peut-on imaginer qu'en temps de guerre imposée dans un pays, les avions achetés pour appuyer les militaires restent cloués au sol? Comment peut-on imaginer qu'en temps de guerre, des généraux et des chefs de renseignement de la sécurité nationale fassent la fête dans la capitale, pendant que des militaires mal équipés sont en train d'être tués alors qu'ils défendent la patrie? Posez-vous la question. Si Tiramakan Traoré était resté sous l'arbre à Niani avec femme et alcool, est-ce que Sundiata aurait jamais été victorieux dans la guerre et sécurisation du Mandé?
Comment peut-on imaginer qu'en temps de guerre imposée dans un pays, un camp militaire n'est même pas un simple forage pour avoir de l'eau potable, afin qu'il n'ait pas à se déplacer dans une zone dangereuse pour trouver de l'eau? Posez-vous la question. Contrairement au dispositif de Sundiata, le gouvernement actuel est-il réellement conscient de la guerre imposée au Mali et a-t-il pris les dispositions nécessaires? Comme on le dit en Bambara, quand vous demandez à quelqu'un de vous aider à tuer votre lion, assurez-vous d'avoir la tête d'abord. La meilleure aide est celle qu'on se donne soi-même. Cette guerre est imposée au Mali, car rappelez-vous que c'est à la suite de la chute du régime de Kadhafi que le nord du Mali est devenu le théâtre des batailles avec les indépendantistes et les djihadistes. Quand les Occidentaux ont bombardé et aidé la chute du régime de Kadhafi à travers une résolution de l'ONU supportée par Obama, Hillary Clinton et Sarkozy, ils ont tourné le dos et livré la Libye et le Sahara à eux-mêmes. La conséquence a été désastreuse. Pendant que le Niger et l'Algérie désarmaient les ex-combattants qui arrivaient sur leur territoire, l'ancien président malien ATT les accueillait à bras ouverts en leur remettant même 50 millions de francs CFA à Bamako. Quelques semaines plus tard, des attaques sauvages avaient lieu sur l'armée malienne. Imaginez-vous ce qui se serait passé si les États-Unis et la France étaient restés en Libye et avaient nettoyé leurs poubelles après la chute de Kadhafi. On n'en serait pas là aujourd'hui. Imaginez-vous ce qui se serait passé si le Mali s'était levé très tôt et avait exigé le désarmement des ex-rebelles et livré combat comme les hommes de Sundiata, eux, l'auraient fait. Quand un pays fait face à des difficultés aussi complexes que celles du Mali, il a besoin d'union sacrée autour de son armée. Le support de l'armée ne doit jamais être un positionnement politique. Certaines voix s'élèvent tous les jours pour réclamer la destitution du président malien, qui vient d'être démocratiquement élu, même s'il est contesté. Posez-vous cette question. Comment une opposition qui n'a pas pu se rassembler comme une seule force lors de la dernière élection pourra-t-elle se parler et former une bonne transition? L'opposition avait une occasion en or de se rassembler et de remplacer IBK en 2018, comme l'opposition sénégalaise l'a fait pour le président Wade, le 25 mars 2012 lors du second tour. L'opposition malienne a voulu rester sur ses positions, plutôt que de choisir le changement et de voir les choses autrement. Comment peut-on alors demander démocratiquement un changement de pouvoir en moins de 2 ans lors d'un mandat de 5 ans? Le problème du Mali est-il uniquement un problème de président? Les dégâts que peut faire un président sur un pays, dont des fondements sont solides, sont très minimes. Le Mali doit solidifier toutes ses institutions, incluant la police, la justice, l'éducation, etc. Comme l'ancien président américain Barack Obama l'a dit au Ghana lors d'une visite en 2009, aucun pays ne créera de richesse si ses dirigeants exploitent l'économie pour s'enrichir, ou si la police peut être achetée par des trafiquants de drogue. Aucune entreprise ne veut investir dans un endroit où le gouvernement se débarrasse de 20% des échelons supérieurs, où l'autorité portuaire est corrompue. Personne ne veut vivre dans une société où la primauté du droit cède le pas à la règle de la brutalité et de la corruption. Ce n'est pas la démocratie, c'est la tyrannie. Et le moment est venu de mettre fin à celle-ci. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Si chaque institution malienne jouait pleinement son rôle, quelle que soit la faiblesse du président, le pays avancerait et ne serait jamais en menace de péril. Il ne s'agit pas de se lever et de demander le changement du président chaque fois qu'il y a un drame dans le pays. Dans chaque pays, une partie de la population est mécontente du pouvoir et dénonce la gouvernance d'une manière démocratique. Cette partie mécontente propose un plan alternatif et le peuple écoute et juge. Mais jamais on n'entend dans un débat démocratique le renversement du pouvoir comme on l'entend dans la démocratie malienne. L'arme fatale de la démocratie est l'élection. L'élection a une conséquence. Si le peuple accepte 1000 francs CFA pour son vote, l'élection aura une conséquence pour ce peuple. Posez-vous la question. Ceux qui demandent tous les jours un changement du pouvoir, qu'ont-ils fait, eux, pour le Mali? Quel bilan ont-ils à présenter aux Maliens? Quel plan de sortie de crise ont-ils pour le Mali qui mettrait fin à la crise multidimensionnelle du pays? Un plan qui sauverait l'intégrité territoriale du Mali et bouterait les terroristes en dehors des frontières. C'est plus facile de juger un match de foot
quand on n'est pas sur le terrain. C'est très facile de dénoncer, mais une fois au pouvoir, la gestion est une autre réalité. Le Mali a déjà connu ça avec les jeunes capitaines qui ont mis fin au régime d'ATT sans avoir un plan. Le Mali perd 2/3 de son territoire et peine à se relever du gouffre à cause des pertes économiques énormes. Si la majorité des Maliens est d'accord avec l'opposition, pourquoi ne peuvent-ils pas s'asseoir et faire un plan solide de sortie de crise au nom de tous les partis de l'opposition, sans exception, et avec les religieux et la société civile? Un président ne pourrait pas s'opposer à un groupe uni disposant d'un plan de sortie de crise. Aucun président ou puissance extérieure ne peut s'opposer à une telle union sacrée dans un pays. Posez-vous la question. L'opposition malienne est-elle unie à ce point en temps de guerre? Posez-vous la question. Cette opposition malienne peut-elle unanimement choisir un seul homme pour diriger une transition au Mali et faire sortir le pays de cette crise? Si vous ne le pensez pas, alors tout appel à une transition n'est qu'une déstabilisation pour un pays aussi fragile que le Mali. Les forces et les pensées doivent être concentrées pour consolider les petits acquis et faire avancer le pouvoir actuel jusqu'à la fin du mandat avec des contributions intelligentes et organisées. Bien sûr que la stratégie de guerre du Mali ne marche clairement pas et un changement est nécessaire. Pourquoi avec une armée ultra professionnelle et équipée comme celle de la France aux côtés de la brave force malienne et onusienne, n'arrive-t-on pas à en finir avec les djihadistes? La frustration de la population malienne est normale et compréhensible. La France a des dettes envers le Mali. La France a le devoir moral d'être à côté du Mali pendant ce moment difficile de son histoire. Surtout qu'il s'agit d'une guerre provoquée par une intervention mal gérée en Libye, causée par son ancien président. Soyons clairs, la France a laissé des hommes armés rentrer au Mali pour des raisons connues de l'administration de Sarkozy. Rappelons à la France que, pour sa défense, des milliers d'Africains sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelons à la France qu'une crise malienne est une crise française et européenne, car, dans quelques années, la France et l'Europe récolteront les migrations clandestines comme encore jamais vues si la crise du Mali persiste. Beaucoup d'enfants, sans éducation, prendront le bateau vers la France et l'Europe, qu'ils envahiront comme jamais auparavant avec tous les dégâts qui s'en suivront, terrorisme et banditisme incontrôlés. Rappelons à la France qu'on récolte demain ce qu'on sème aujourd'hui. Rappelons à la France que si le terrorisme gagne encore sur le Mali, ce sont ses intérêts qui seront les premiers visés dans la sous-région et au-delà du Niger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Mauritanie et jusqu'à Paris. Rappelons à la France que si le terrorisme et l'instabilité continuent au Mali, ce sont les entreprises françaises qui souffriront en premier, Air France, Orange Télécom, CFAO, Total, Renault SA, etc. Par conséquent, la France, avec sa puissance militaire incomparable par rapport à celle de l'armée malienne, doit s'impliquer davantage dans la résolution de la crise d'une manière juste et équitable afin que les forces de l'ordre du Mali gagnent la guerre contre les djihadistes. Le jeune président Macron, qui apparemment semble différent de ses aînés, a la chance de pouvoir réparer ce que Sarkozy et son ami Obama ont mal fait. Finir la guerre du Mali, combattre le djihadisme dans le Sahel et devenir un des meilleurs présidents dans l'histoire pour la France et pour l'Afrique. C'est simple. Trancher juste et équitable la situation du Mali, sans être ambigu, sans douter, car l'histoire jugera la France dans l'affaire du Mali. Le plan de guerre actuel du Mali ne marche clairement pas. Toutes les forces présentes doivent s'asseoir ensemble rapidement et créer un centre de commandement unique dirigé par l'ONU ou par le G5 Sahel et combattre le terrorisme carrément au Sahel. Plus le problème persiste, plus il y a d'orphelins sans éducation. Plus la France récupérera sur son sol, tôt ou tard, de nouveaux terroristes en puissance. Cependant, le premier acteur dans la résolution de la crise malienne demeure le Mali et les Maliens. Le jour où les Maliens seront unis pour combattre leurs propres maux, qui sont la corruption, l'injustice, l'éducation et la mauvaise gouvernance, aucun pays ou force ne pourra manipuler le pays. Ce jour-là, le Mali retrouvera son passé glorieux et redeviendra une puissance africaine et mondiale. Qu'Allah bénisse le Mali. Qu'Allah redonne au Mali son passé glorieux du temps de Soundiata Keïta. Merci de commenter d'une manière intelligente et organisée pour un Mali glorieux de demain.